Les 7h44 sur BFM Business et sur RMC Live. Alexandre Sobo, vous êtes donc notre invité, président de France Industrie, directeur général d'Olot, et vous êtes également membre du comité exécutif du MEDEF. Je commence avec les questions franco-françaises et ce barème de l'apprentissage qui est donc revu avec un coup de rabot annoncé notamment sur tous ceux qui ont plus que le bac. Est-ce que vous voyez ça comme un truc normal? Il y avait des effets d'aubaine, il faut faire en sorte que ça fonctionne mieux, ou ça vous fâche contre les entreprises qui en avaient besoin? Le problème, c'est qu'on prend des mesures uniformes, mais c'est l'origine de la réforme qui n'était pas bonne en ce qu'elle a confié à l'État l'ensemble de la ressource. Il est tout à fait normal de développer l'apprentissage, ça a été très bien fait post-2017, mais il y avait des moyens de le faire pour beaucoup moins cher en laissant chaque branche ou chaque grand secteur responsable de l'endroit où il faisait son effort, des formations dont il avait plus besoin. Il est évident qu'entre l'IA et des entreprises de la mécanique, les besoins ne seront pas les mêmes, les niveaux de qualification non plus. Donc ce rabot uniforme, il va poser des gros problèmes à certains endroits, il va en poser très peu à d'autres. Comme toujours, l'État a voulu tout décider pour tout le monde, tout administrer. On peut regarder le système allemand où l'argent reste dans les branches, où il n'y a pas de débat sur l'effort, et chaque entreprise ou chaque groupe d'entreprises fait l'effort dont il a besoin pour avoir les compétences qui lui sont nécessaires. Donc c'est un sujet qu'il faut faire descendre en fait, au niveau des branches. Oui, mais dans notre État suradministré, surréglementé, où l'administration veut s'occuper de trop de choses, je pense que c'est un combat qui va prendre encore un peu de temps. Autre combat qui va prendre un peu de temps, c'est la question de la surtaxe d'IS, puisque Roland Lescure a dit qu'on ne reviendrait pas dessus tant que les déficits ne baisseront pas, donc ça risque d'être évidemment reconduit pour 2027. On l'a vu dans le résultat des entreprises, là on n'a pas encore tout, mais dans les résultats du CAC 40, sur ceux qui ont une activité en France, ça pèse. Clairement, c'est une taxe sur le Made in France. C'est évident, en tout cas dans l'industrie que j'ai la chance de représenter, c'est clair que plus les entreprises fabriquent en France, plus elles ont d'activités et gagnent d'argent en France, plus elles seront frappées. Donc c'est à l'évidence une mesure qui est mal ciblée. Et puis surtout, c'est de façon générale, dans le pays le plus taxé du monde, augmenter les impôts ou ne pas les baisser comme promis, ça ne peut pas régler les problèmes du pays. C'est vraiment le cœur du sujet, c'est j'ai manqué à la parole donnée, je frappe les mauvais, et en plus, je ne traite pas le sujet qui est baisser la dépense publique et maîtriser le niveau de prélèvement. Vous faites des auditions avec tous les partis politiques en ce moment. Vous avez commencé avec Olivier Faure au MEDEF. Il y aura Bruno Retailleau début avril. Quand vous leur dites ça au patron des partis politiques, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Est-ce qu'ils comprennent en fait qu'attaquer l'outil industriel, c'est un problème? Ils sont tous largement d'accord sur le fait qu'on a besoin de plus d'industrie en France. Donc là-dessus, j'allais dire, on a une espèce de socle qui est raisonnablement rassurant. Après, quand on passe aux mesures, je n'ai pas à faire état des discussions privées qu'on peut avoir, mais en revanche, je pense qu'on le mesurera dans les différents programmes. Et c'est ça que vous leur dites? Vous leur dites, regardez l'IS, ça fait mal à des boîtes comme le Crédit Mutuel. On a L'Oréal qui annonce que franchement, ils auraient préféré investir plutôt que de payer l'IS. Mais c'est le cas de tout le monde. Encore une fois, on vit dans un monde dans lequel les gens s'imaginent que la ressource des grandes entreprises est illimitée. Elles font des choix tous les jours sur les lieux d'investissement. Quand on prélève 7 ou 8 milliards sur toutes nos grandes entreprises en France, il y a des choses qui se feront pas. Alors, ça se verra peut-être pas la première année parce qu'il y a des choses qui sont lancées, parce qu'elles ont des ressources. Mais dans la durée, cet argent, il va manquer au développement de nos entreprises, et en particulier dans l'industrie où tout ça irrigue le réseau de sous-traitants et toutes les filières. Cet argent qui manque, il coûtera cher dans 2, 3, 4 ou 5 ans. Mais c'est bien une chose qu'on voit dans la séquence budgétaire dont on sort ces dernières semaines, c'est qu'on n'a pas réussi à faire comprendre que l'entreprise, justement, n'était pas un sac dans lequel on pioche. C'est-à-dire que là, il y a quand même un échec. Alors, je ne sais pas si c'est l'échec du MEDEF ou de l'ensemble des chefs d'entreprise, mais on n'a pas réussi à faire comprendre ça. Moi, je pense qu'on a réussi à le faire comprendre. À un moment donné, on s'est trouvé dans une situation politique compliquée où il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée. Chacun avait son agenda, entre ceux qui défendent les collectivités locales, ceux qui défendent les plus modestes, ceux qui défendent les retraités. Il y avait plus grand monde pour défendre l'entreprise. Et le résultat, c'est que quand on fait l'addition des baisses d'impôts promises qui n'auront pas lieu et des hausses d'impôts du budget et du budget de la Sécu, pour les entreprises. Donc là, il y a quand même un échec. Mais c'est un échec du pays. Que augmenter les impôts sur les entreprises dans le contexte qu'on connaît, la concurrence chinoise, les droits de douane américains et une conjoncture fragile, ça est bon pour le pays. Encore une fois, il ne faut pas séparer les entreprises de l'intérêt du pays. Dans le monde d'aujourd'hui, dans la guerre économique qui nous attend, les pays qui s'en sortent, c'est ceux qui défendent.
parallèle au MEDEF, mais en tout cas qui se mettent à s'exprimer, les 300 pour la France, les Jean-Philippe Cartier, tout ça, vous dites, plus on est nombreux à s'exprimer, mieux c'est, même si c'est pas dans le cadre du MEDEF ou de la CPME, si c'est hors cadre. Les institutions, donc les organisations professionnelles, elles ont un rôle dans le dialogue social avec la représentativité. Après, chaque chef d'entreprise, sous la forme qui lui plaît, est libre de s'exprimer. Ils pensent tous la même chose, ils disent tous la même chose. Notre pays a énormément d'atouts et il souffre d'un État omniprésent, d'un niveau de prélèvement trop élevé, d'une réglementation qui les empêche de bouger. Ils ont tous les jours des exemples qui montrent qu'on pourrait faire beaucoup mieux et on pourrait faire beaucoup mieux pour nos entreprises et pour notre pays. Mais il faut qu'ils parlent. Mais tout le monde, tous ceux qui ressentent et qui ont des exemples et qui mènent ce combat pour l'entreprise et pour le pays ont raison de s'exprimer. Ils le font de façon autonome, ils le font dans le cadre de ce qui existe, mais ça pose aucun problème. Justement, dans ce qui empêche d'avancer, la semaine dernière, il y a eu une grosse séquence industrielle. On a commencé avec l'électrification d'un four d'ArcelorMittal. Il y a eu un sommet industriel à Anvers, puis le séminaire à Alden-Bison. Est-ce que vous avez l'impression, après cette séquence, qu'on a avancé ? J'ai l'impression que dans le discours, il y a une espèce d'alignement sur le fait qu'il y a un vrai enjeu sur la capacité de l'Europe à répondre à son défi de souveraineté, à continuer à produire sur son sol. Après, quand je regarde les décisions, pour l'instant, on nous paye de mots. Depuis 2 ans que Mme von der Leyen est au pouvoir, on a lancé 10 omnibus, il n'y a quasiment rien qui est arrivé. Sur les mesures de simplification, la production réglementaire à côté continue au même rythme qu'avant. Donc il faut que l'Europe comprenne qu'il ne faut pas nous payer de mots, il faut prendre des décisions. Je vais juste donner un exemple. Quand les États-Unis décident de se protéger, il leur faut moins de 6 mois pour mettre en place des barrières. Ouais. En Europe, c'est au moins 2 ans, ce qui laisse le temps aux gens qu'on cible de s'organiser pour contourner, pour faire autre chose. Donc juste ça, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sur le contenu européen, par exemple, au cas par cas, là on a des déclarations d'intention, ça a l'air d'être une sorte de consensus quand même, vous êtes pour ? J'ai pas entendu, j'étais à Anvers mercredi dernier, pour avoir entendu à 20 minutes d'écart le président Macron et le chancelier Merz. Je pense que l'idée de défendre l'Europe fait consensus sur les méthodes, sur le contenu européen, sur la priorité donnée à ce qui est fabriqué en Europe. Il n'y a pas de consensus et en même temps, la question est très compliquée. C'est-à-dire, si on ferme les frontières, c'est ce qui se passe aux États-Unis, vous l'avez vu, c'est le consommateur américain qui paye l'essentiel de la facture, avec un coût sur la compétitivité. Donc je pense que personne en Europe, avec nos défis, ne veut avoir le même coût. En même temps, il faut être capable de protéger certaines filières, certains secteurs. Mais les protéger ne sert à quelque chose que si on a en même temps un agenda déterminant d'innovation et de compétitivité. Parce que sinon, c'est juste dire aux consommateurs, ce qui est fait chez vous, vous allez le payer plus cher. Et ça, dans la durée, on sait que c'est pas acceptable. Mais qu'est-ce que vous préconisez ? Parce que parfois, l'enfer est quand même pavé de bonnes intentions. On avait cette taxe carbone aux frontières faite pour protéger les industriels. Dans l'aluminium, par exemple, on dit c'est terrible, ça fait augmenter les prix, c'est un mauvais dispositif. Il faut mettre en place une taxe de 30% comme propose le commissariat au plan sur tous les produits chinois. Il faut toucher à l'euro. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais il n'y a pas de réponse. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique. Chaque filière, chaque secteur a une problématique spécifique en fonction de qui sont les concurrents, quel est l'aval, est-ce qu'il y a beaucoup de transformation, est-ce qu'il y en a peu, quel est le caractère stratégique des installations primaires dont on dispose. Donc, encore une fois, l'idée qu'il faut apporter une réponse uniforme à tous ces sujets est une mauvaise idée. Il faut écouter chaque filière, il faut voir quel est l'état de la concurrence et il faut travailler avec eux les bonnes réponses pour que sur les secteurs qu'on considère comme stratégiques, on s'assure que l'Europe ne soit pas dépendante de ce qui se passe ou aux États-Unis ou en Chine ou en Inde. Donc les divergences ou les nuances que vous entendez, elles viennent du fait que la réalité des différents secteurs n'est pas la même. Enfin, peut-être qu'il vous rend le plus optimiste, c'est l'électrification de ce four. Alors parce que là, il se passe des choses du côté de la décarbonation. On a des avancées sonnantes et trébuchantes sur certains dossiers. Là, ça change quelque chose en termes de dépendance énergétique. Mais bien sûr, mais il y en a eu plein avant et j'espère qu'il y en aura plein d'autres après. La question, c'est est-ce qu'on est capable de le faire dans une économie ouverte, dans des conditions compétitives ? Et là aussi, chaque secteur, chaque installation a son équation auquel il faut apporter une réponse adaptée. L'industrie, c'est plus de 90% de la décarbonation de l'économie française ces 30 dernières années. Donc c'est nous qui sommes au cœur de ce processus. On dit juste qu'entre décarboner et produire, il faut trouver un bon équilibre, sinon on va faire rimer décarbonation avec désindustrialisation, et ça c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Est-ce que vous êtes fâché aujourd'hui avec le gouvernement ?
Mais on n'est jamais fâché avec personne. On discute avec les interlocuteurs que le peuple et que les élections nous donnent dans une configuration qui est particulièrement compliquée. Et encore une fois, on n'est pas content de certaines décisions, mais on n'a pas à être fâché ou pas fâché. On est là pour parler avec les gens qui prennent les décisions, qui font évidemment un métier difficile, en essayant tous les jours que Dieu fait de les convaincre que aider l'entreprise, aider l'industrie, c'est aider le pays et c'est se donner une chance de s'en sortir. Il y a des jours ça marche, il y a des jours ça marche moins bien. Et inlassablement, on va continuer. Merci beaucoup Alexandre Sobo d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.